Le 11 avril 2024, une équipe de construction a commencé les travaux dans la maison numéro 27 de la rue de la Forêt, dans le village de Stepnoi. Il fallait remplacer l'ancien plancher partiellement pourri de la cuisine. Les ouvriers ont démonté les planches, mais quand ils ont retiré l'ancienne armoire du mur du fond, ils ont découvert une trappe cachée de 60 sur 60 cm. En dessous se trouvait une petite niche d'environ 80 cm de profondeur seulement. Au fond, gisaient les restes d'Anton Kay, âgé de 7 ans, attaché par un câble métallique à la jambe au tuyau de chauffage. Là aussi, parmi les vieux copeaux de bois, les experts ont trouvé une cuillère en plastique. Les parents d'Anton, Sergei K. et Irina K., ont immédiatement dit à la police qu'Anton se trouvait chez sa grand-mère depuis 1 mois déjà. Cependant, l'expertise médicale a confirmé que les derniers signes de vie d'Anton avaient été enregistrés au plus tôt début mars. Cela signifiait que le garçon n'avait pas quitté la maison et que les parents cachaient sa localisation pour une raison inconnue. Les enquêteurs ont commencé à examiner les détails. Le câble auquel Anton était attaché était fixé par un cadenas sur le tuyau de chauffage. Le cadenas lui-même était intact et non endommagé. Cela signifiait qu'Anton ne pouvait pas se libérer par lui-même et que des tiers ne pouvaient pas intervenir sans la clé. Les experts ont noté de la sciure de bois fraîche sur le sol du sous-sol. Dans la cour de la maison, on a trouvé une remise dans laquelle était posée une tronçonneuse récemment utilisée. La graisse sur la chaîne de la tronçonneuse n'avait pas eu le temps de sécher, ce qui indiquait que les travaux de fermeture ou d'ouverture du sous-sol avaient été effectués récemment. Les enquêteurs ont également fixé des fragments microscopiques de nouveau linoléum sur les bords de la trappe, correspondant exactement au lot acheté par la famille en février 2024 au magasin Stroy Market. Cette découverte confirmait les paroles de la mère concernant de récents travaux de rénovation, mais renforçait les soupçons d'une tentative consciente de cacher le fait même de l'existence de la niche sous le sol de la cuisine. L'enquête a commencé à vérifier les voisins et l'entourage de la famille. Au premier stade, l'attention s'est portée sur 2 figures, le père du garçon, Sergei K., et le voisin Victor P. Sergei K., homme de 35 ans, travaillait comme chauffeur de camion. Les voisins le décrivaient alors comme un homme silencieux et renfermé, n'ayant presque aucun contact avec les habitants locaux. La police n'avait pas eu de grief contre lui auparavant, mais à ce moment-là, il restait sous surveillance étroite. Victor P., voisin de la famille, était connu des forces de l'ordre depuis longtemps. Par le passé, il avait eu des problèmes avec la loi pour vol et conflits domestiques. De plus, les voisins se souvenaient que Victor avait eu des conflits répétés avec la famille d'Anton et les relations étaient tendues. Le 5 mars, le retraité Michael Z., habitant dans la maison d'en face, a communiqué des informations importantes à la police. Il avait entendu Victor se disputer bruyamment avec quelqu'un de petit et avait supposé que cela pouvait être Anton. Ce témoignage semblait significatif et la police a rapidement commencé à vérifier Victor. Cependant, l'enquête a bientôt reçu une confirmation documentaire que Victor P. ne pouvait pas être impliqué. Durant la période du 4 au 10 mars, il se trouvait en détention provisoire pour hooliganisme. Les experts ont confirmé l'absence d'ADN de tiers sur le câble et dans le sous-sol. Ce fait excluait complètement la version de la participation de Victor dans cette affaire. Le premier soupçon s'est effondré presque immédiatement et l'enquête a reporté son attention sur la famille d'Anton. La police s'est trouvée face à un fait évident. Seuls les membres de la famille K pouvaient à chaque fois contrôler l'accès à la trappe et à la chaîne. Il est devenu clair que l'un des parents ne connaissait pas seulement l'existence de la cachette, mais participait directement à l'organisation de tout le processus. Il fallait maintenant comprendre lequel des époux trompait consciemment l'entourage et pourquoi aucun des voisins n'avait remarqué la disparition d'Anton durant tout le mois. Les enquêteurs se sont tournés vers la documentation médicale et scolaire de la famille pour clarifier la situation à l'intérieur de la maison. Des expertises supplémentaires ont été initiées pour révéler les détails du mode de vie de la famille, ainsi que pour étudier ce qui avait pu pousser les parents à de tels actes. La version d'un concours de circonstances accidentelles était déjà complètement écartée.
Le focus de l'enquête s'est brusquement déplacé des suspects extérieurs vers l'intérieur même de la famille K. L'enquête a officiellement déclaré que la version d'une intervention extérieure était exclue. Les voisins percevaient maintenant la famille différemment qu'auparavant, se demandant quelles circonstances à l'intérieur de la maison avaient pu mener à un tel dénouement. L'enquête est entrée dans une nouvelle étape. Il fallait maintenant que les enquêteurs comprennent comment et pourquoi la famille K cachait Anton, qui exactement détenait la clé du cadenas sur le câble, et pourquoi cela était caché avec tant de minutie. Tous les fils de l'enquête convergeaient vers un point, à l'intérieur du cercle familial qui au premier regard semblait tout à fait ordinaire. Il fallait maintenant que les enquêteurs comprennent les motifs et les actions des membres de la famille. Il y avait encore beaucoup de travail minutieux à venir, mais une chose était claire immédiatement. L'énigme ne résidait pas dans l'entourage ni dans des conflits accidentels avec les voisins, mais directement à l'intérieur de la maison même. À ce moment, l'enquête ne faisait que commencer à prendre des contours clairs, et il était nécessaire pour les enquêteurs d'étudier minutieusement chaque détail de la vie de cette famille pour comprendre comment les événements avaient mené à cette terrible découverte sous les planches de la cuisine. L'enquête a commencé à étudier attentivement l'étrange achat effectué par Sergueï K. le 29 février 2024, 5 jours avant la vérification inattendue des employés de la protection sociale. Sur le reçu du magasin Astroy Market, établi au nom d'Irina K, figuraient 3 articles. Un câble d'acier de 5 mm de diamètre, un cadenas et un morceau de linoléum de 2 mètres sur 3. Les caméras vidéo à l'intérieur de la salle de vente ont filmé exclusivement Sergueï, rangeant calmement ses objets dans un chariot et payant en espèces à la caisse. Les enquêteurs ont revérifié les données du lecteur de traces installé sur la route fédérale R176. L'enregistrement correspondait parfaitement au trajet de la maison de Sergueï au magasin et retour. Sergueï a parcouru 18 km dans sa voiture VAZ 2112 en exactement 25 minutes dans chaque sens. La police a obtenu des confirmations directes que c'était bien lui qui avait acheté les matériaux pour la future cachette. Lors de l'interrogatoire qui a eu lieu le 12 avril, Sergueï répondait avec assurance et naturel. À la question de l'enquêteur sur les objectifs de l'achat, il a expliqué que le câble était destiné à la réparation du puits et qu'il prévoyait d'utiliser le linoléum dans la serre de son terrain. Le groupe opérationnel s'est immédiatement rendu pour vérifier ce qui était déclaré. Le puits a été examiné par les employés du ministère des Situations d'urgence. Il s'est avéré complètement intact et la vieille serre qui se trouvait dans la cour arrière avait été démontée dès l'automne de l'année précédente. Ainsi, la version proposée par Sergueï s'est immédiatement effondrée. Les experts criminalistiques ont rapidement établi un autre détail important. Sergueï affirmait qu'après l'achat, le câble était resté dans la remise et qu'il ne l'avait pas utilisé. Mais des particules microscopiques du nouveau linoléum du même lot que celui trouvé sur la trappe du sous-sol se sont révélées être aussi sur le câble même. Cela signifiait que le câble avait été utilisé déjà après la pose du nouveau revêtement à l'intérieur de la maison, directement dans le sous-sol. Les enquêteurs ont continué à creuser plus profondément et ont découvert que la feuille de nouveau linoléum avait été posée directement par-dessus l'ancien. Cela avait été fait spécialement pour masquer la découpe fraîche du cadre de la trappe. Ainsi, l'enquête est arrivée à une conclusion ferme. Sergueï n'avait pas simplement décidé impulsivement de changer quelque chose dans la maison. Il avait acheté les matériaux de manière ciblée, soigneusement planifié ses actions et consciemment caché les traces pour qu'aucun étranger ne puisse remarquer la pièce cachée. L'enquêteur a interrogé à nouveau Sergueï concernant les nouvelles preuves. Cette fois, Sergueï n'a pas pu expliquer pourquoi des traces de linoléum se trouvaient sur le câble, alors qu'auparavant il insistait sur le fait qu'il n'avait pas apporté le câble dans la maison. Il a commencé à s'embrouiller dans les détails et à invoquer confusément l'oubli, ce qui n'a fait que renforcer les soupçons des enquêteurs. Cependant, aucune reconnaissance directe ou explication de la part de Sergueï à ce sujet n'a été obtenue. Le groupe d'enquête a reçu les données de l'opérateur mobile de la famille K. Il s'est avéré que le 29 février, exactement le jour de l'achat,
Le téléphone d'Irina avait reçu une notification SMS du service de protection sociale concernant une vérification planifiée. La vérification devait avoir lieu le 5 mars. C'est exactement à ce moment-là que les matériaux nécessaires pour créer la cachette avaient été achetés. Pour les enquêteurs, c'était évident. Sergueï connaissait la vérification à venir à l'avance et avait rapidement pris des mesures pour cacher quelque chose d'important aux travailleurs sociaux. Initialement, Sergueï affirmait que le câble avait été acheté exclusivement pour des besoins domestiques et n'avait jamais quitté la remise. L'expertise des criminalistiques a complètement réfuté cette déclaration. Le câble avait manifestement été utilisé à l'intérieur de la maison et était une partie intégrante de la construction de la trappe et du sous-sol. Ceci est devenu une preuve supplémentaire du mensonge direct de Sergueï et a définitivement détruit sa version. L'enquête est arrivée à la conclusion que le sous-sol n'était pas un endroit accidentel. Il n'avait pas surgi spontanément et n'était pas apparu simplement à la suite de rénovations. C'était un espace réfléchi, planifié, spécialement destiné à cacher Anton. La construction et les dimensions de la niche avaient été faites précisément pour la détention, et le cadenas et le câble assuraient l'impossibilité de s'échapper sans intervention extérieure. Les employés de police ont encore une fois soigneusement examiné les locaux de la cuisine et documenté les détails du sous-sol caché. Une attention particulière a été accordée au fait que personne, à part la famille, n'avait la possibilité d'accéder à la maison et encore moins à la clé du cadenas. Tous ces faits ont confirmé la supposition que la création de la cachette était une action consciente et réfléchie et que Sergueï en était devenu le principal organisateur. Maintenant, l'enquête adhérait fermement à une version. Tout ce qui s'était passé dans la maison numéro 27 de la rue de la Forêt était un événement planifié et non une tragédie accidentelle. L'angle de l'enquête s'est déplacé vers l'élucidation des motifs de la famille K et du rôle de chacun de ses membres dans l'organisation et la réalisation de ce qui avait été conçu. Les enquêteurs se préparaient à étudier plus profondément la personnalité d'Irina, car les achats étaient formellement enregistrés précisément à son nom, et Sergueï tentait manifestement de minimiser sa participation dans l'organisation de cet événement. Pendant ce temps, les enquêteurs continuaient à fixer chaque action de Sergueï, étudiant attentivement son comportement et son entourage. Tout indiquait que le plan principal avait été conçu précisément par lui et réalisé de manière maximalement froide et calculée, sans aucun signal évident pour l'entourage ou changement dans le comportement. L'attention des enquêteurs s'est déplacée sur une circonstance étrange. Personne n'avait vu Anton pendant un mois entier, bien que les parents assuraient qu'il avait quitté la maison le matin du 5 mars. Il semblait que dans un petit village, une telle disparition aurait dû frapper les voisins, les enseignants ou quelqu'un d'autre. Cependant, aucun témoin ne s'est trouvé pour confirmer les paroles des parents. Les enquêteurs ont décidé d'approfondir ce fait. Une analyse détaillée de l'activité téléphonique d'Irina a commencé. Dans son téléphone ont été trouvés 18 messages SMS envoyés entre le 6 et le 8 mars à la grand-mère d'Anton, Marina K. Les textes des messages semblaient tout à fait ordinaires, tels qu'un enfant aurait pu envoyer demande, réponse courte, smiley et même souhait de bonne nuit. Cependant, la vérification des géotags par Cell ID, automatiquement attachés par l'opérateur à chaque message, a montré quelque chose d'étrange. Tous les messages prétendument envoyés par Anton avaient été envoyés depuis la maison de la famille K. Ceci contredisait les affirmations des parents qu'Anton se trouvait déjà chez sa grand-mère quand il envoyait ses SMS. Les enquêteurs ont immédiatement contacté la grand-mère, Marina K., retraitée de 58 ans, vivant séparément de la famille dans une région voisine. Son statut dans l'affaire était officiellement fixé comme témoin extérieur. Marina a présenté à l'enquête un alibi en béton. Tout le mois de mars, elle l'avait passé au Tatarstan, à 600 km de Stepnoï. Le billet de train numéro 749 312, les reçus des stations-service et les caméras vidéo de l'autoroute M7 ont confirmé ces paroles. L'enquêteur a de nouveau convoqué Irina pour interrogatoire. Son explication calme a suscité le doute. Elle affirmait qu'Anton avait écrit tous les messages à l'avance et avait demandé de les envoyer plus tard. L'enquêteur a indiqué la facturation détaillée de l'opérateur mobile
MTS. Le premier message du téléphone de la mère était parti le matin du 6 mars à 10h12, déjà après que les parents affirmaient qu'Anton se trouvait en route vers sa grand-mère. Irina n'a pas pu expliquer cette incohérence et a dit qu'elle avait peut-être confondu les dates. Cependant, les enquêteurs ont fixé cette incohérence comme un signe évident de tentative des parents de cacher la véritable localisation d'Anton. Dans les détails des SMS transparaissait clairement une tentative de créer l'illusion qu'Anton était vivant, en bonne santé, et se trouvait hors de la maison. Pour un bref moment, les enquêteurs ont admis la possibilité qu'Anton ait pu quitter la maison par lui-même et se cacher quelque part dans le village. Pour vérifier cette version, un groupe cynologique est arrivé à Stepnoy. Les spécialistes avec les chiens ont soigneusement vérifié tous les bâtiments abandonnés, les ravins proches et les massifs forestiers. Cependant, aucune trace du séjour d'Anton dans ces endroits n'a été découverte. Ceci a permis d'écarter officiellement la version de la fugue. C'est exactement à ce moment que l'enquête a reçu un rapport important de l'expert médico-légal. Selon les conclusions, l'issue tragique avec Anton est survenue entre le 6 et le 8 mars, la cause étant la déshydratation, c'est-à-dire l'absence de liquide. Ce fait disait clairement qu'Anton se trouvait à l'intérieur du sous-sol, où les parents l'avaient placé justement pendant la période de vérification des services sociaux. Les messages envoyés au nom d'Anton n'étaient qu'une tentative cynique de cacher la véritable situation et de retarder les soupçons. L'enquête excluait maintenant complètement la version de l'accident. Les faits indiquaient un calcul froid. La famille créait l'illusion de normalité, cachant simultanément à l'entourage la situation avec Anton. Et ceci avait été fait de manière maximalement minutieuse, au point qu'aucun des voisins et connaissances n'avait douté du récit des parents concernant le voyage chez la grand-mère. Les enquêteurs ont parlé avec les voisins, tentant de comprendre comment une telle zone aveugle étrange avait pu se former. Un des voisins a mentionné en passant que la famille craignait les vérifications des services sociaux et parlait souvent de la possible réduction des allocations, qui aurait pu arriver en cas de conclusion négative des inspecteurs. Mais même cette supposition ne se révélait pas encore complètement, car le motif n'était pas encore officiellement confirmé par l'enquête. Ainsi, l'enquête s'est complètement concentrée sur la personnalité des parents d'Anton et les événements survenus dans la maison après le 5 mars. Maintenant, compte tenu des nouvelles données sur le moment de la tragédie, l'enquête est arrivée à la conclusion que les parents trompaient consciemment l'entourage et les forces de l'ordre. À cette étape, l'affaire a été requalifiée selon l'article pénal « Privation intentionnelle de vie d'un mineur ». Les deux parents ont maintenant été officiellement interrogés précisément sur cette accusation. Les enquêteurs se préparaient à l'étape suivante de l'enquête, qui devait révéler déjà les motifs concrets de la famille et le degré de participation de chacun des parents dans cette affaire tragique. À partir de ce moment, l'affaire d'Anton Cape a cessé d'être simplement une histoire d'étrange disparition et est passée dans la catégorie des crimes graves, dont l'enquête était l'obligation d'enquêteurs et de criminalistique expérimentés. Il fallait maintenant que l'enquête rassemble des preuves exhaustives de culpabilité et comprenne complètement quel rôle dans ces événements avaient joué Irina et Sergueï K. Chacun d'eux, se trouvant face à la perspective d'une lourde peine pénale, pouvait commencer à parler et révéler les détails de ce qui s'était passé. Mais ceci était déjà l'affaire des interrogatoires suivants, lors desquels devaient retentir les principales confessions. L'enquête s'est tournée vers les événements du soir du 9 mars. C'est exactement ce jour-là, comme l'ont montré les résultats du travail des criminalistiques, que quelque chose avait été brûlé près de la remise de la famille K. Les enquêteurs ont été mis sur cette piste par une découverte inhabituelle du laboratoire d'incendie. Dans les échantillons de cendres prélevés sur le territoire du terrain, les experts ont découvert des morceaux fondus de film PVC, un rivet métallique et une pince en plastique de ruban d'emballage. Par les numéros de lot, ces restes correspondaient exactement à l'emballage du câble acheté par Sergueï de 5 mm de diamètre, marqué du code 0424. À cette étape de l'enquête est apparu un nouveau témoin important, Artyom L., 14 ans, habitant dans la maison d'en face. Il est devenu la première personne qui pouvait donner de vrais témoignages sur les événements du 9 mars. Artyom a raconté à l'enquêteur que le soir de ce jour-là,
vers 21h30, il avait remarqué un feu près de la remise de la famille K. L'adolescent affirmait avoir pu distinguer dans l'obscurité les silhouettes des deux parents. Artyom observait ce qui se passait depuis la fenêtre du deuxième étage, mais n'avait pas accordé d'importance particulière à ce qu'il avait vu ce soir-là, supposant que les voisins se débarrassaient simplement de déchets domestiques. L'enquêteur a de nouveau convoqué Irina pour interrogatoire. Elle a répété avec assurance la version déjà entendue auparavant concernant les déchets domestiques. Selon ses paroles, il brûlait simplement de vieilles affaires, des emballages de produits et autres détritus inutiles qui s'étaient accumulés pendant l'hiver. Sergueï, au contraire, a utilisé l'article 51 de la Constitution de la Fédération de Russie et a refusé de répondre à quelques questions que ce soit concernant cette soirée, adoptant une position de silence. Cependant, l'expertise a rapidement dissipé les doutes des enquêteurs concernant les paroles d'Irina. À l'aide de la spectroscopie FTIR, il a été possible d'établir que parmi le matériel brûlé se trouvait le film d'emballage et les étiquettes de ce même linoléum qui avait été acheté le 29 février et posé dans la cuisine de la maison K. Le fait de la destruction des emballages a été fixé par l'enquête comme une action consciente, dirigée vers l'effacement des traces de l'achat. Cette découverte est devenue le moment clé de l'enquête, car elle reliait directement les parents aux actions de préparation et de dissimulation du crime. Initialement, les enquêteurs avaient eu la version que les vêtements d'Anton étaient brûlés pour cacher des indices importants. Pour vérifier cette hypothèse, une expertise supplémentaire de tout le contenu du sous-sol a été menée. En résultat, à l'intérieur de la niche a été trouvée la veste d'hiver d'Anton, sur laquelle étaient complètement absentes les traces d'exposition au feu. Cela signifiait que la version avec le brûlage des vêtements s'était révélée fausse et avait été officiellement écartée. Les résultats de toutes les expertises ont confirmé de manière univoque une chose. Les parents avaient intentionnellement détruit les emballages pour compliquer l'établissement du lien entre leurs achats au magasin et le sous-sol équipé. Maintenant, les enquêteurs ont définitivement rejeté toutes les explications domestiques de ce qui exactement et pourquoi avait été brûlé le soir du 9 mars près de la remise. La version de la destruction accidentelle de déchets domestiques n'a pas résisté à la vérification et a été complètement écartée. L'enquête a demandé au tribunal une sanction pour l'arrestation de Sergueï et Irina K, motivant la requête par le fait que les suspects avaient déjà prouvé leur disposition à détruire les indices et à entraver le cours de l'enquête. Compte tenu des incohérences précédemment révélées dans leurs témoignages et des preuves directes de tromperie intentionnelle de l'enquête, le tribunal a rapidement satisfait cette requête. Les deux parents ont été placés en détention jusqu'à la fin de tous les actes procéduraux. L'enquête entrait dans sa phase finale. Maintenant, l'enquête avait pour tâche d'établir les motifs du crime, de comprendre l'état psychique des accusés et ce qui exactement avait pu les pousser aux actions dont les conséquences étaient soigneusement cachées à l'entourage. À l'étape suivante du travail, les enquêteurs ont commencé la préparation pour mener une expertise psychiatrique complexe des deux parents. Cette mesure était nécessaire pour comprendre les mécanismes psychologiques qui avaient mené aux événements tragiques. En plus de ceci, l'enquête étudiait attentivement les suppositions précédemment exprimées par les voisins concernant la peur de la famille devant les services sociaux qui avaient pu devenir le point de départ dans la prise de mesures si radicales. Cependant, jusqu'à l'annonce officielle du motif, l'enquête préférait garder les détails secrets, ne qualifiant la situation que de facteur sensible. Les psychologues et enquêteurs préparaient le terrain pour le bloc final de l'enquête, où tous les motifs précédemment cachés devaient être présentés au tribunal sous une forme clairement formulée et argumentée. Ainsi, l'affaire passait graduellement de l'élucidation des détails factuels à une analyse plus profonde des causes et conditions qui étaient là devenues tout bas le fondement du crime. L'arrestation des deux parents permettait à l'enquête d'exclure le risque de nouvelles tentatives de destruction de preuves et de se concentrer complètement sur l'étude de la personnalité des suspects et la révélation finale de leur motivation. L'audience judiciaire dans l'affaire de Sergueï et Irina K a commencé le 26 janvier 2025 dans la salle d'audience du tribunal de district de Stepnoy. Pendant toute la durée de l'enquête, les enquêteurs avaient soigneusement rassemblé les détails des événements survenus au début mars de l'année précédente. Le comité d'enquête est officiellement arrivé à une conclusion finale
fixé dans les matériaux du dossier pénal, le motif des actions de Sergueï et Irina était la crainte de perdre 2 allocations sociales, de garde et d'invalidité. Comme l'a établi l'enquête, le matin du 5 mars 2024 vers 9h30, Sergueï et Irina ont conjointement placé Anton, 7 ans, dans le sous-sol préparé à l'avance sous le sol de la cuisine, après quoi Sergueï l'a attaché avec un câble métallique au tuyau de chauffage. Ensuite, la trappe a été hermétiquement fermée, par-dessus a été étendu le morceau de linoléum récemment acheté et au-dessus a été placée une lourde armoire. Les parents avaient prévu que la vérification des services sociaux se passerait rapidement et sans aucune conséquence, après quoi Anton pourrait être libéré. Au tribunal, le procureur a exposé en détail toute la chaîne de preuves. D'abord ont été présentées les images de l'enregistrement vidéo de la caméra du magasin Stroy Market, où Sergueï est clairement filmé achetant le câble, le cadenas et le linoléum. Ensuite ont été présentés les résultats de l'expertise technique d'incendie, qui confirmait le fait de la destruction consciente de l'emballage de ces matériaux près de la remise de la maison le soir du 9 mars. Une preuve non moins convaincante sont devenues de les données de l'opérateur mobile concernant les messages SMS envoyés par Irina au nom d'Anton depuis son téléphone personnel. Les données de géolocalisation indiquaient clairement la maison de la famille K au moment de l'envoi des messages. À cette même période, la grand-mère d'Anton se trouvait à des centaines de kilomètres du village, ce que confirmaient les caméras vidéo de l'autoroute M7 et les reçus des stations-service. Un détail important séparé est devenu l'expertise génétique, qui excluait complètement la présence de tierces personnes sur le câble et le cadenas. Ceci confirmait complètement les conclusions selon lesquelles personne d'étranger ne pouvait participer à ce qui s'était passé. L'expertise médico-légale indiquait de manière univoque l'intervalle de temps du décès d'Anton, du 6 au 8 mars, la cause étant le manque de liquide. C'est-à-dire que le garçon n'avait pas pu survivre dans l'espace fermé du sous-sol plus de 2-3 jours. Au procès judiciaire, les époux ont pour la première fois donné des témoignages l'un contre l'autre. Sergueï a ouvertement déclaré que c'était précisément Irina qui insistait pour cacher Anton avant la vérification, craignant de perdre les importantes allocations. Il a souligné qu'il ne pensait pas que tout tournerait de cette façon. Irina, à son tour, a déclaré qu'elle était sûre du caractère à court terme de la situation. « Je pensais que la vérification finirait en 1h02 et nous le libérerions immédiatement. » Le tribunal a perçu ces témoignages comme une tentative de rejeter la responsabilité l'un sur l'autre. Cependant, ceci n'a pas changé la qualification du crime. La partie finale de l'audience judiciaire a été consacrée à l'annonce des conclusions de l'expertise psychiatrique complexe menée au FGBNU du nom de Serbski. Les médecins ont officiellement conclu « Sergueï et Irina K. sont absolument responsables. Aucun signe de trouble psychique ou d'état d'affect pouvant atténuer la responsabilité n'a été découvert. Leurs actions portaient un caractère rationnel et complètement conscient. » Le verdict final, le juge l'a lu dans le silence complet des présents dans la salle. Sergueï K. et Irina K. ont été reconnus coupables selon le point V de la partie 2 de l'article 105 du Code pénal de la Fédération de Russie, meurtre d'un mineur commis par un groupe de personnes selon un accord préalable. Sergueï K. a été condamné à 20 ans de privation de liberté avec purge de la peine dans une colonie de régime strict. Irina K. a reçu une peine sous forme de 18 ans de privation de liberté également dans une colonie de régime strict. Après l'annonce du verdict, le juge a clos l'audience. Les huissiers ont fait sortir les accusés de la salle. Quelques minutes après cela, la porte de fer de la cellule s'est refermée sur eux, les coupant complètement de leur vie précédente. Plus personne ne s'est retourné. Après l'achèvement du procès judiciaire, dans les matériaux de l'enquête sont restés quelques détails non complètement élucidés. Les criminalistiques ont fixé sur le cadre en bois de la trappe plusieurs anciennes découpes, qu'il était impossible de dater avec précision. Ces entailles pouvaient témoigner du fait que le sous-sol avait été utilisé pour retenir Anton précédemment aussi. Cependant, une confirmation documentaire finale de ceci n'a pas été obtenue, et officiellement cette information est restée sans réponse. Ainsi,
l'enquête a complètement et inconditionnellement prouvé l'identité des criminels, le motif et la méthode de commission du crime, réfutant toutes les versions fausses précédemment apparues. Cependant, la question de savoir si c'était la première et unique fois d'utilisation du sous-sol dans la maison de la rue de la Forêt pour de tels objectifs est restée dans la catégorie des faits officiellement non révélés. Sur ceci, l'affaire numéro 24724 a été officiellement close